Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent pour la présentation des structures d'accès et de gouvernance des données de santé, donc du benchmark international 2020. On va vous présenter donc l'ordre du jour. On va commencer par les actualités et le contexte européen de la gouvernance de la donnée de santé qui vous seront présentées par Louisa. Ensuite, on plongera au cœur du sujet avec la méthode du benchmark international et une vue d'ensemble des structures analysées. Je pense que c'est mieux comme ça. Ensuite, on enchaîne avec les résultats par catégorie d'analyse pour les structures directement comparables au Health Data Hub. Et enfin, pour aller plus loin, on vous présentera des bonnes pratiques d'autres acteurs de l'écosystème international des données de santé. Je laisse la parole à Louisa. Alors, bonjour à tous, encore une fois, avec le micro qui fonctionne. Donc, j'ai le plaisir de vous donner un peu de contexte sur les actualités de l'Union européenne autour de la donnée de santé pour bien vous contextualiser ces benchmarks. Donc, pour vous dire pourquoi toutes ces initiatives ont été lancées, c'est parce que, en effet, la Commission européenne ainsi que tous les acteurs États membres de l'Union européenne ont constaté qu'à ce jour, le partage et l'utilisation des données de santé pour la recherche et l'innovation ne sont pas aussi répandus qu'ils pourraient l'être en Union européenne. Et bien sûr, au-delà, mais déjà en Union européenne, il n'y a pas assez de partage de données. Pour une première raison, les peu de données qui sont effectivement disponibles pour une utilisation secondaire, on ne les connaît déjà pas. En fait, il n'y a pas de visibilité là-dessus. Il y a un nombre insuffisant de données du secteur public déjà qui sont rendues disponibles. Pareil pour le secteur privé, on n'a pas de visibilité. Et puis une difficulté d'accès, souvent très longue, très compliquée. Ce n'est pas très clair où sont les points d'accès, qui y sont dans les pays européens. Alors, les 27 pays, plus le Royaume-Uni, bien sûr. Il y a peu d'adoption de mécanismes aussi volontaires de partage des données entre les entreprises et aussi entre le secteur public. Il y a peu de clarté sur l'utilisation des données du secteur privé, donc public et privé, donc, pour la recherche d'intérêt général. Donc, ça, c'est le premier défi. Le deuxième qui a été constaté, c'est qu'il y a une absence d'approche globale de gouvernance des données. Donc, il y a deux obstacles qui ont été relevés. Dans un premier temps, les obstacles juridiques. Donc, vous connaissez bien les RGPD mis en place depuis mai 2018 de manière obligatoire dans tous les pays européens. Le RGPD a été mis en place de manière hétérogène dans les États européens à ce jour, notamment dans la santé. Et bien sûr aussi des obstacles techniques au sein et entre les secteurs. Donc, on va avoir des obstacles par rapport à la standardisation et l'interopérabilité des données. Et la majorité des bases de données de santé ne sont toujours pas interopérables, un grand défi que souhaite relever l'Union européenne. Par ailleurs, il y a aussi un véritable manque de compétences et une absence de culture de la donnée de santé et de son partage en Union européenne à ce jour, et peu de solutions européennes de stockage et de traitement de données existent, donc pan-européennes existent à ce jour. C'est pour ça qu'une initiative à la base franco-allemande, maintenant pan-européenne, qui s'appelle GaiaX, a été lancée, qui souhaite pallier à ça. Mais ça, c'est juste une façon de voir les choses. Il y a aussi, bien sûr, l'espace européen des données de santé, dont je vous parlerai tout à l'heure dans la présentation, qui pourrait être une solution à ça. Donc, pour répondre à tous ces défis, la Commission européenne a mis en place beaucoup d'initiatives dont je vous parlerai dans un instant, de vraiment grande ampleur, qui visent à créer des instruments législatifs et des programmes de financement pour justement mettre en place ce futur espace européen des données de santé. Alors, tout cela, la stratégie européenne des données de santé, des données, parce qu'elle englobe plus que des données de santé, elle englobe tous les secteurs, en fait. Elle annonce déjà la mise en place de Data Spaces. Elle a été publiée en février 2020. Ce n'est pas un texte législatif, mais c'est une communication qui a donc donné la nuance des choses à venir, donc par la suite en 2020. Donc, notamment, la préparation de d'acte, donc ce règlement sur la gouvernance des données, donc publié fin novembre 2020 et qui maintenant est en cours d'adoption. Donc, on tablera sur une publication courant mi-2021. Donc, un règlement. Donc, il n'y a pas trop de flexibilité dans sa mise en place dans tous les pays de l'Union européenne. Donc, ça, c'est un peu le cadre général pour la réglementation des données, la gouvernance des données. On ne parle pas que du secteur de la santé. Pour la santé, il y aura une lex spécialiste, une loi spéciale qui sera mise en place en fin d'année 2021. Beaucoup de consultations sont actuellement en cours, donc des consultations publiques lancées par la Commission européenne auxquelles peuvent répondre les différents acteurs et parties prenantes. D'une part, une consultation qui vient de clôturer début février
sur plus la forme, plus la base légale qui a été choisie pour cette loi spéciale donc, sur l'espace européen. Et ensuite, il y aura une autre consultation qui est annoncée pour mars, qui va vraiment être plus sur le fond, qu'est-ce qui va être abordé dans cette loi spéciale sur l'espace européen, qui va aussi être lancée donc, en mars et qui va contenir un questionnaire très approfondi sur les différents aspects. On parle ici de gouvernance de données, de santé, on parle de qualité des données, on parle de l'infrastructure, on parle aussi des citoyens. Donc vraiment tous les aspects qu'abordera cet espace européen feront partie de cette consultation. Il y aura plusieurs étapes qui vont s'en suivre pour ensuite avoir ce texte en fin d'année. Et il y a bien sûr l'action conjointe, TEDAS, Towards a European Health Data Space. La France, elle est fortement impliquée dans cette action conjointe. Pourquoi elle s'appelle action conjointe? Parce qu'en fait, il y a plusieurs pays. Donc, pour TEDAS, il y a 26 pays européens qui sont impliqués et qui conjointement vont élaborer des concepts nécessaires à cet espace européen. Vous voyez la timeline, en fait. En gros, l'espace européen donc, va être proposé donc, avec un texte législatif en fin d'année et l'action conjointe va déjà fournir les premiers concepts nécessaires à cet espace avec les pays qui travaillent autour de 4 work packages en fait, qui vont être là-dessus. Donc la gouvernance, encore une fois, la qualité des données, l'infrastructure et des citoyens. Et cette action conjointe se déroule sur 2 ans. Donc, ce sera un travail vraiment en plusieurs étapes. Donc, à côté de ça, il y a d'autres instruments qu'ils ont mis en place. Il y a des investissements pour soutenir l'espace européen. Donc ça, c'est dans le cadre d'un programme multi-annuel, pluriannuel de 2021 à 2027 avec des financements massifs qui s'appelle EU for Health, avec aussi les programmes Horizon et Digital Europe. Donc, les Digital Europe financent concrètement les espaces de données en cours. Il y a aussi, ce n'est pas mentionné sur les slides, mais ça c'est une info importante, le plan coordonné sur l'IA européen qui est aussi en cours de discussion et qui sera adopté courant 2021, qui va être plus sur l'aspect de l'intelligence artificielle, mais bien évidemment en lien direct avec les données. Il y aura des codes de conduite par secteur, dans des codes de conduite en lien directement avec les RGPD et donc en lien avec la santé en plus, qui seront développés aussi avec les acteurs concernés. Donc là, on parle vraiment de soft law, donc ce n'est pas des textes obligatoires, mais qui vont fortement quand même influencer les pratiques des acteurs impliqués. Un projet pilote aussi qui a été annoncé par la Commission européenne, donc qui est en lien direct avec la lex spécialiste dont je vous ai parlé, qui vise à tester l'espace européen des données de santé avec 3 pilotes, notamment la France avec le Health Data Hub qui a été sélectionné. Donc, à partir de fin 2021, ce pilote commencera à opérer. Aussi, FinData a été sélectionné à confirmer sa participation. FinData, c'est l'équivalent du Health Data Hub en Finlande. Et éventuellement le Danemark avec la Danish Health Data Authority, ce n'est pas encore confirmé, et ou la Norwegian Health Data Authority aussi, qui pourra, ou Health Data Platform, dont on vous en parlera tout à l'heure, qui pourra faire partie de ce pilote ou cette expérimentation de l'espace. Donc, beaucoup de choses à venir en 2021. Et je n'ai pas encore fini parce qu'il y a d'autres opportunités de financement européen, comme le plan de relance et de résilience, le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, InvestEU, etc. Donc vraiment, beaucoup d'instruments sont mis en place suite à la crise Covid, notamment les investissements ont été augmentés fortement. Alors, il n'y a pas que les textes, il y a aussi une véritable volonté politique donc, qui a justement donné lieu à ces textes, mais elle va vraiment donner une vraie dynamique, un catalyseur, un mouvement catalyseur pour vraiment mettre en place cet espace européen des données de santé. Donc, il y a beaucoup de citations là, que vous voyez sur le slide de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui s'est prononcée plusieurs fois sur le besoin de mettre en place ces espaces communs de données, et pas que santé, mais vraiment aussi de recherche et d'autres secteurs. Ces données-là pourront éventuellement aussi être interconnectées. Donc, tout ça, c'est à venir. Donc, il y a une volonté politique forte qui a été soulignée et qui ne cesse de souligner ce besoin. La présidence allemande donc, du Conseil de l'Union européenne s'est achevée fin 2020. Donc, elle a aussi mis l'accent sur le besoin justement de mettre en place l'espace européen des données de santé, poursuivi maintenant par la présidence portugaise et la présidence de la Slovénie qui sera en 2e semestre 2021, et la France, donc le prochain slide, prendra la présidence, prendra la présidence de l'Union européenne. Je parlerai dans un instant. Avant de parler de la présidence française de l'Union européenne, je parle encore une fois donc de l'acte de gouvernance des données. L'article 7 de l'acte de gouvernance parle de
l'organisme compétent. Donc, ce seront des points d'accès uniques de données, en fait, sectoriels. Donc, le Health Data Hub, par exemple, il est carrément préfiguré dans cet article 7. Donc, possiblement, il y aura une conjugaison avec ce Data Governance Act. Et donc, il y a le Data Governance Act qui est donc vraiment la base générale légale de ces espaces de données et la lex specialis sur l'espace européen des données de santé à partir de 2021, fin 2021. Je reviens sur le sujet donc, de la Joint Action avec les 5 Work Packages qui vont donc fournir les éléments, les concepts nécessaires pour mettre en place l'espace européen des données de santé. Le Work Package 5 sur la gouvernance, le Work Package 6 sur la qualité des données, le 7 sur l'architecture et le 8 sur le citoyen. La France, elle est impliquée dans tous les Work Packages thématiques. Sur le 5, la France va mettre en place une étude collaborative avec la Finlande, avec l'Espagne et les Pays-Bas pour mettre en place en fait, un cadre légal de collaboration transfrontalière de recherche pour l'utilisation secondaire des données de santé. Donc, idéalement, il y aura une forme de Memorandum of Understanding, une forme de partenariat légal donc signé entre FinData et le Health Data Hub dans le cadre de cette étude-là, et aussi un cas d'étude en fait sur un cas concret où est-ce qu'on peut partager les données de santé entre 2 pays. Donc, c'est une histoire qui a commencé donc, au 1er février. La France est également fortement impliquée dans la Work Package 6 avec ses entités affiliées. Donc, il y a notamment l'INSERM qui est avec le Health Data Hub là-dedans, mais aussi les HCL, les Hospices Civils de Lyon, un groupement hospitalier de la région de Lyon. Il y a aussi l'ANS, l'Agence numérique en santé, qui est impliquée, et l'Université Aix-Marseille qui participe aussi. Sur le Work Package 7 aussi, la France est impliquée, et aussi notamment le Work Package 8 avec les citoyens, où la France va mener, donc avec notamment le Health Data Hub, une étude comparative, une étude pilote avec 3 pays, donc la Belgique, le Royaume-Uni et la France, seront donc dans cette étude-là qui vise à mettre en place une étude citoyenne sur la perception des données de santé, qui sera lancée plutôt deuxième semestre fin 2021, pour engager les citoyens dans un forum de consultation, donc pour avoir leur avis, mais aussi pour fournir plein de matériel dans ce forum et pour les faire interagir, qui fournira, on l'espère, des résultats concrets et très intéressants, instructifs pour nous, pour les mettre dans l'espace européen. Donc, il y a d'autres initiatives en parallèle qui seront mises en place avec DIPO. C'est une infrastructure une infrastructure d'information sanitaire fédérée qui est en cours de mise en place, en cours de proposition en fait, que le Health Data Hub souhaiterait soutenir. FIRI, c'est une autre infrastructure plus, donc elle est en lien avec DIPO, elle est plus sur les données de Covid-19. GaiaX, dont je vous ai parlé, on est plus sur le cloud pan-européen ici. Il y a aussi la One Plus Million Genomes Initiative, donc qui sont tous identifiés comme partenaires potentiels de la Joint Action TDS, et qui seront mobilisés dans le cadre du Work Package 4 qui vise à créer un Stakeholder Forum. Donc, vous voyez, on essaie vraiment de faire un effort pour qu'il n'y ait pas trop de duplication entre initiatives déjà existantes et pour vraiment être cohérent avec tout ce qui existe déjà et tout ce qui est à venir. Il y a aussi XeHealth, c'est une autre initiative qui est plus sur l'utilisation primaire des données de santé. Voilà, en gros. On vient donc juste sur la répartition du travail sur l'action conjointe. La France, elle occupe une place importante, comme je vous ai dit, donc en 4e place après la Finlande qui coordonne l'action conjointe, donc elle a un rôle important donc, dans la répartition du travail. L'Espagne et la Belgique aussi. Donc 9 pays sur 26 représentent quand même 80% de la charge de travail totale, comme vous voyez sur la slide. Et 12 acteurs français sont impliqués, donc pas que les entités affiliées qui sont formellement impliquées, mais aussi des ministères, notamment de la recherche, des finances et de la santé, qui sont par exemple experts à cette action conjointe. Et là, je vous cite encore une fois les entités affiliées qui font partie de cette action conjointe. Le budget total, donc, qui est fixé à 4 millions d'euros pour toute l'action conjointe. Alors, action conjointe, ça veut dire beaucoup d'acteurs présents, donc 26 pays, mais ça veut aussi dire que l'action conjointe, ça veut dire aussi qu'elle est cofinancée par la Commission européenne et par les États membres. Donc la Commission fournit 60% du financement et les pays membres fournissent 40%. Donc c'est mon cofinancé. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit par rapport à ça déjà. Donc on va passer au prochain slide.
qui parle donc de la présidence française du Conseil de l'Union européenne au premier semestre 2022 et avec donc un accent justement pour se remettre en place après cette crise économique forte suite à la crise sanitaire Covid-19. Donc, la devise de la présidence française du Conseil de l'Union européenne est relance, puissance, appartenance, donc vraiment une devise très forte. Et donc, on espère pouvoir présenter les premiers résultats de la consultation citoyenne dans le cadre d'une conférence qui n'est pas encore confirmée, mais qui s'appelle Citoyenneté, éthique et données de santé. Donc, idéalement, ce sera le moment venu pour présenter les premiers résultats de cette étude-là. Voilà, je passe la parole à Iman pour vous montrer quelle méthode a été utilisée pour le benchmark et quels sont les résultats. Merci Lisa. Alors effectivement, on va plonger dans le cœur du sujet en vous présentant la méthode du benchmark international et les structures qui ont été incluses dans l'étude. Donc pour commencer, on a les résultats préliminaires de l'étude EU Health Support Consortium sur notamment les mécanismes d'accès pour l'utilisation secondaire des données. Donc vous voyez par exemple que l'accès aux données est autorisé après autorisation d'un comité scientifique d'éthique type CSRS ou d'une agence de protection des données type CNIL par 22 pays à l'échelle de l'Union européenne. On a également 7 pays en Europe qui accordent l'accès aux données sans consultation ou avis d'un comité éthique ou d'une agence de protection des données. Et chez 13 pays de l'Union européenne, on a un type d'organe de gouvernance centralisé qui existe, donc notamment la France avec le Health Data Hub typiquement, ou le Danemark avec le Danish Health Data Authority. Donc, pour parler plus amplement des objectifs du benchmark international, pourquoi cette étude elle a été menée, c'est parce qu'elle permet en fait tout d'abord au Health Data Hub et à ses partenaires d'obtenir un aperçu à jour des bonnes pratiques internationales relatives à l'accès à l'hébergement des données de santé. Donc, également des relations avec les responsables de données et les citoyens, les modèles économiques ou encore les règles de valorisation scientifique. Notamment, les entretiens permettent de nouer un réseau international qui pourrait nous permettre, en fait, sur le long terme, d'identifier des synergies, voire de créer des partenariats. Donc, cette étude, donc il y a 11 pays qui sont représentés dans cette étude, et donc on a bénéficié notamment d'un réseau international de près de 500 contacts. En tout, c'est 17 structures qui ont été benchmarkées et qui sont incluses dans l'analyse comparative et 14 entretiens qui ont été menés. Et c'est le fruit d'une mise à jour constante. Donc, voici une petite cartographie des pays qui ont été concernés. On est parti chercher certaines informations pour vous fournir des résultats aujourd'hui. Donc, on a deux catégories de structures qui se sont distinguées. Donc, en catégorie 1, on a des organismes qui donnent accès aux données de santé. Et en catégorie 2, on a des organismes qui influent la gouvernance et la qualité des données de santé. Donc, je vous parlerai un peu plus en détail de la distinction, de comment elle s'est opérée. Mais en catégorie 1, donc vraiment des structures comparables au Hub parce qu'elles hébergent des données et parce qu'elles y donnent accès, on a Datrav qui est en cours de mise en place en Allemagne. On a Health Data BI en Belgique, on a IRA en Corée du Sud, on a la Danish Health Data Authority, donc on l'a notamment cité en début de présentation, on a Regenstrief Institute et CMS aux États-Unis, FinData en Finlande, le Health Data Programme en Norvège, qui est, comme l'a mentionné Louisa, en cours de mise en place également. Et au Royaume-Uni, on a 3 structures, UK Biobank, CPRD et CL Data Bank. En catégorie 2, donc les organismes qui influent la gouvernance et la qualité des données de santé sans pour autant héberger des données de santé ou y donner accès. On a la Medical Informatics Initiative, le Health Data Network au Canada, X-Road et le système de e-santé en Estonie, qui est un modèle très intéressant à suivre, la National Library of Medicine aux États-Unis, la Clalit Research Institute en Israël, et enfin au Royaume-Uni, la Health Data Research UK, sur laquelle on va également s'arrêter un petit peu. Donc, on a CMS qui a été créé en 1965 aux États-Unis, c'est Centers for Medicare and Medicaid Services. Donc, cette organisation contient toutes les données récoltées dans le cadre des 2 programmes d'assurance maladie, donc Medicaid et Medicare. En fait, c'est une organisation du ministère de la Santé américain. Et en fait, CMS octroie les données ainsi générées aux chercheurs, mais également aux entreprises. Et ces données sont notamment gérées par le Bureau des données et des analyses,
donc OEDA, qui assure également la gestion des différentes bases de données de CMS, dont la Chronic Condition Data Warehouse, le Research Data Distribution Center ou encore le CMS Research Data Enclave. Nous avons aussi CPRD, donc le Clinical Practice Research Data Link, qui est un service pour la recherche qui fait partie du ministère britannique de la Santé. Donc, les données du CPRD proviennent d'un réseau britannique de plus de 2000 cabinets de soins primaires et comprennent 50 millions de patients, et dont 16 millions sont actuellement des patients actifs enregistrés. Donc, il y a 20 ans de suivi, donc c'est assez vaste, donc ça représente à peu près 25% de patients britanniques. Donc, c'est vraiment une vaste base de données créée en 2011, donc elle n'est pas toute récente. Et elle a vraiment des outils super, elle a un suivi très proche, vous allez en savoir plus par la suite. Elle octroie l'accès aux chercheurs du secteur académique, mais aussi privé, du monde entier. Et elle cherche à soutenir la recherche observationnelle de santé publique. On a également la Danish Health Data Authority au Danemark, donc, qui a été créée en 2015. C'est une autorité qui fait partie en fait, du ministère de la Santé danois. En fait, en l'absence d'un programme centralisé et d'accès divers et variés aux données qui est possible au Danemark, cette autorité détient tous les registres de santé et fournit un soutien à la recherche. Donc, c'est le Research Service, aussi Fosker Service, aux chercheurs qui souhaitent accéder aux données sur la santé. Donc, cette autorité est également responsable de la coordination nationale des systèmes d'échange de données et des infrastructures pour la fourniture des soins de santé. Nous avons DATRAF. Donc, DATRAF, c'est la future plateforme de données pour la recherche allemande. Donc, elle est prévue, elle n'est pas encore lancée, elle est prévue pour 2021. Donc, elle visera dans un premier temps les dossiers médicaux électroniques, mais aussi par la suite les données médico-administratives. Donc, c'est assez intéressant. Et les données proviendront de la German Federal Association of Health Insurance Funds. Alors là, il faut connaître un peu le système de santé allemand qui est un peu complexe. Il y a beaucoup de caisses d'assurance maladie qui collectent beaucoup de données différentes. Et là, c'est un peu la grande association qui les fédère et qui donc recueille ces données-là. Donc, il y a beaucoup de flux streams différents. C'est très complexe, mais passionnant à suivre et nous regardons de près ce qui se passe en Allemagne. Alors, pour FinData, c'est donc la structure finlandaise la plus comparable au Hub et on va également en reparler. Ça a été créé en 2019 et il donne accès aux données donc depuis tout récemment. Je crois que les procédures ont commencé en avril 2020. C'est l'autorité de délivrance finlandaise des permis d'accès aux données sociales et aux données de santé à des fins de recherche, à la fois aux acteurs publics et privés, mais également aux acteurs finlandais et européens. Donc, on a également en Belgique la structure Health Data BI qui a été créée en 2014, donc sous l'égide de Ciensano, c'est l'Institut de santé publique belge. En fait, cette plateforme a pour objectif de rassembler les données individuelles de santé qui ont été collectées par les administrations nationales et régionales, notamment l'INAMI, qui est l'assurance maladie en Belgique. Et en fait, cette structure, elle est également chargée de tous les flux de données qui sont liés à la recherche au sein du système national de santé en ligne. Health Data BI offre plusieurs services, mais également, plus récemment, ils ont déployé 2 logiciels, des logiciels à la fois pour le chercheur qui veut accéder à certaines données belges de santé, et également aux responsables de données. On enchaîne avec HIRA, donc Health Insurance Review and Assessment, en Corée du Sud, qui a été créée en 2000. C'est une institution prévue par la loi, avec la loi de l'assurance maladie, qui est chargée de revoir les demandes de remboursement en Corée du Sud. Donc, la base de données d'HIRA héberge toutes les données de l'assurance maladie, de tous les citoyens coréens couverts par l'assurance maladie. Ils sont à peu près 97, il me semble. Et en fait, HIRA donne également accès à ces données grâce au HIRA Data Services depuis 2015. Je reprends pour le Norwegian Health Data Program, donc encore une fois une initiative qui est prévue pour 2021. Alors pareil, on suit de très près parce que ça pourrait rassembler à ce que fait la Health Data Hub en France. Donc il y aurait peut-être une autre structure un peu comme FinData, comme Health Data Hub en Europe qui donne accès unique aux données. Alors que fait le Health Data Program, donc il est développé par le Norwegian Directorate of eHealth, créé donc lui en 2016. Et ce programme a pour objectif donc d'accroître l'efficacité d'accès aux données sur la santé, de faire un point unique aussi, un guichet unique,
d'accès donc aux données norvégiennes et donc de faciliter aussi les procédures actuelles très complexes en Norvège parce qu'il y a des données très riches, très intéressantes mais très hétérogènes. Donc il y a une volonté aussi de les harmoniser et de rendre l'accès plus facile. Et ceci à travers donc la HAP, donc la Health Data Analysis Platform, qui donc offre aussi en plus un environnement d'analyse des données pour les chercheurs. On a ensuite Regenstrief Institute aux États-Unis qui a été créé en 1967. C'est une organisation à but non lucratif. Donc, c'est un véritable leader international extrêmement connu et cité dans le domaine des dossiers médicaux électroniques et de l'intégration des données relatives aux soins de santé de l'État d'Indiana, du coup, et du Indiana Network for Patient Care, et également d'autres sources spécialisées dans cet État. Donc, ils ont des data services dont la mission est d'exploiter les données et les ressources informatiques de l'Institut Regenstrief afin de soutenir la recherche de solutions de santé innovantes. Il y a également un accès prévu aux chercheurs externes. Nous avons aussi la SAIL Data Bank. Donc, elle a été créée en 2007 au Royaume-Uni. Le système SAIL est une architecture nationale donc pour la recherche et l'évaluation en matière de e-santé en ligne. Elle permet de mettre à disposition des données personnelles anonymisées à des fins de recherche. Elle a aussi beaucoup de données disponibles. Elle est vraiment très vaste aussi. Elle concerne notamment la population galloise, mais aussi d'autres types de populations au Royaume-Uni. Donc, elle n'est pas juste réduite à ça. Mais elle a commencé notamment par la population galloise. Et les chercheurs peuvent accéder à un large portail de données collectées donc régulièrement, donc toujours mises à jour, pour une période allant jusqu'à 20 ans. Donc, ces données SAIL sont donc utilisées dans de nombreux domaines de recherche pour évaluer l'impact politique sanitaire, entre autres. Enfin, pour les structures de catégorie 1, on a donc pour terminer la UK Biobank qui a été créée en 2006 au Royaume-Uni. C'est une cohorte de 536 participants, donc qui ont tous entre 40 et 69 ans. Donc les données collectées depuis 2006 sont issues notamment des questionnaires qui sont adressés aux participants, mais également aux données biologiques, génomiques et des échantillons collectés auprès de cette cohorte-là. Donc, il y a un accès qui est prévu pour les chercheurs externes, encore une fois, des secteurs à la fois publics et privés, et ce, pour la recherche d'intérêt général. Donc, il faut s'enregistrer sur la base de données UK Biobank, notamment à travers le Access Management System. Ensuite, donc, nous allons vous donner une overview des structures, des organismes de catégorie 2 qui n'hébergent pas forcément de données ou qui ne donnent pas accès aux données, en tout cas pas sur une base comparable au Health Data Hub. Donc, on a le Clalit Research Institute en Israël, qui est l'institut de recherche en fait de Clalit Health Services, qui est l'une des 4 grandes organisations de santé publique dans le pays. Donc, cet institut œuvre pour l'innovation en santé. Elle exploite les données de l'impressionnante base de données Clalit et ils ont également de nombreux cas d'usage en fait très intéressants et très reconnus et publiés dans des journaux scientifiques. On y reviendra. Nous avons HDR UK. Alors, ça, c'est Health Data Research UK, très similaire au Health Data Hub, sauf qu'il n'y a pas de plateforme d'hébergement des données. Mais c'est à peu près les mêmes objectifs par rapport à la Fédération des acteurs de l'écosystème de la donnée, donc au Royaume-Uni. C'est l'Institut britannique donc, des données de santé, avec pour but, justement, donc, de fédérer près de 86 organisations donc, au sein de la UK Health Data Research Alliance. Alors, vraiment vaste, repartie sur tout le territoire du Royaume-Uni, dans 56 bureaux. Donc, et 32 sites. Donc là, il y a un parcours donc, qui guide les chercheurs vers les données, donc un véritable metadata portail, en gros. Ça s'appelle Innovation Gateway. Je vous invite vivement à le découvrir. Il a été mis en place par l'Institut il n'y a pas longtemps et assez interactif, vraiment sympa de jouer avec. Donc, on a un peu testé et qui offre aussi une visualisation donc, de ces catalogues de métadonnées dans les structures partenaires. Donc, vraiment un portail vers ce qui existe au Royaume-Uni. Ensuite, on a le Health Data Research Network, donc créé en 2020 au Canada. Donc, c'est à peu près sur le même modèle du Health Data Research UK. C'est un réseau à but non lucratif qui a été créé afin de faciliter les procédures d'accès aux données par les chercheurs, parce qu'en fait, il y a un constat au Canada, parce que c'est un État fédéral, donc il y a de multiples provinces, et donc
on va dire les procédures d'accès, mais tout ce qui est relatif aussi à la standardisation ou à la confidentialité des données peut différer. Donc, pour faciliter le chercheur dans ce parcours, en fait, dans cette situation, ce réseau a pour but d'expliquer les processus multijuridictionnels extrêmement complexes et donc hétérogènes, comme je vais vous l'expliquer, à travers le Canada. Revenons en Allemagne, il y a une autre initiative qui s'appelle Medical Informatics Initiative, donc elle a été créée en 2018. Alors, différemment du Health Data Hub, elle fait une approche bottom-up, donc ça veut dire qu'elle est en fait établie entre des consortiums donc régionaux universitaires de recherche, donc qui ont mis en place des standards communs pour l'échange et l'utilisation secondaire des données de santé, donc pour la recherche. Et les sites, donc les 4 consortiums se mettent d'accord pour les modèles commun donc du partage des données. C'est assez intéressant de voir un peu leur pratique et qui prévoit aussi donc des procédures et des points de transfert uniformes vers les sites participants. Il y a beaucoup de groupes de travail qui sont mis en place et tous les comptes rendus sont rendus publics sur le site de la MII avec par exemple des sujets comme l'implication des citoyens, leur consentement, comment bien s'assurer de la promotion de l'utilisation secondaire des données de santé en Allemagne et autres. Donc, on peut suivre de près ce qui fait cette initiative-là. Elle a aussi un rôle un peu fédératrice. Alors, elle publie beaucoup d'actualités. Par exemple, l'Allemagne, en 2020, en mars, elle a adhéré au standard SNOMED-CT, donc Medical Informatics Initiative, elle a promu ça. Tout à l'heure, on vous parlera aussi de son travail dans le cadre d'une uniformisation de données COVID-19, donc une initiative qui s'appelle COCOS, etc. Donc, très active. Donc, un article de recherche a été publié comparant le Health Data Hub avec la MII. Donc, je vous invite à lire ou me contacter si vous souhaitez l'obtenir. Donc, ensuite, on a la National Library of Medicine, créée en 1836 aux États-Unis. C'est une organisation qui fait partie en fait, des instituts de santé publique aux États-Unis, donc du ministère de la Santé. C'est un centre d'innovation qui est en fait la plus grande bibliothèque biomédicale du monde. Elle produit des sources d'informations électroniques sur un large éventail de sujets clés pour le système de santé. Et il faut savoir notamment qu'ils sont en charge de PubMed, par exemple, qui est un outil, je pense avec lequel on est tous familiers. Et pour finir, sur ces structures de catégorie 2, on a X-Road, donc qui a été créée en 2001 en Estonie. En fait, cette infrastructure basée sur la technologie XT permet l'échange et l'interaction de données entre les différents systèmes d'information, des services électroniques en fait en Estonie, des secteurs à la fois publics et privés. Donc, c'est un véritable portail aussi pour le gouvernement qui a une vue d'ensemble sur tout l'écosystème. On reviendra également là-dessus en fin de présentation. Donc, quelle était la première étape en fait de ce benchmark? C'était de mettre à jour la grille d'analyse et de préparer évidemment les entretiens. Donc, on a mis à jour cette grille qui a été en fait d'abord adoptée en 2019, car il y a un benchmark qui a été mené en 2019, et on y a inclus notamment des nouveaux critères comme en fait, tout ce qui est relatif à l'implication des citoyens et les initiatives relatives à la centralisation des données Covid-19, car effectivement, c'était également le grand sujet de l'année. Donc, vous pouvez voir à gauche les critères qui ont toujours été intégrés et à droite les critères qui ont été ajoutés cette année. Ensuite, on a identifié les structures d'accès et de gouvernance de la donnée de santé à l'échelle internationale et on a organisé la prise de contact. Ensuite, on a restitué le contenu des entretiens avec des comptes rendus, donc qui sont de véritables rapports qui font en moyenne 7-8 pages chacun. Et c'est à partir de ce contenu-là qu'on a élaboré des fiches individuelles que je vais également vous présenter. Donc, un exemple de grille d'entretien, en fait, on a fait par catégorie et ensuite, on a préparé des questions spécifiques. Bien sûr, c'était relatif, par exemple, l'IUCA Biobank et le responsable de données, puisqu'il s'agit d'une cohorte. Donc, on n'a pas forcément eu besoin de leur poser des questions sur les bases de données qu'ils voulaient inclure ou sur leur collaboration avec les responsables de données, puisqu'il n'y en avait pas. Donc là, c'est la fiche individuelle dont je vous parlais précédemment. Vous pouvez voir, en fait, c'est chaque structure a cette fiche-là, en fait. Il y en a 3 et ça couvre à peu près tous les critères dont je vous ai parlé de façon extrêmement synthétique,
pour également voilà, vraiment fixer son regard sur certaines choses importantes aussi selon les sujets. Donc ensuite, on a analysé les informations et c'est cette analyse en fait qui nous a vraiment mené vers la répartition des structures que l'on a rencontrées en 2 catégories. Donc comme je vous l'expliquais, la catégorie 1, c'est les structures qui hébergent les données et qui donnent accès à ces données, qui prévoient des procédures d'accès. Et les structures de catégorie 2, ce sont des structures qui sont très actives dans l'écosystème et qui impactent la gouvernance et la qualité des données de santé, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale, mais qui ne sont pas forcément en tout point comparables au REST Data Hub. Donc, les structures, elles ont ensuite été analysées en fonction de sujets d'études spécifiques. Donc, on a relevé 5 sujets d'intérêt dans cette présentation, mais évidemment, on a pu également récolter des informations, d'autres informations. Et en fait, on a identifié pour chaque sujet d'étude des pratiques observées donc, et leur fréquence. Donc, une pratique fréquente, c'est une pratique qui se définit comme une pratique fréquemment observée et commune à plus de 50% des plateformes. Et une pratique ponctuelle, elle se définit comme une pratique observée donc moins fréquemment, donc à hauteur de moins de 50% des structures observées. Ensuite, pour chaque sujet d'intérêt, on vous a proposé un ou plusieurs highlights. Ce sont un ou plusieurs exemples qui sont désignés par sujet d'intérêt. En fait, comment on a élaboré ceci, c'est si les exemples se distinguent des observations générales. Par exemple, si l'exemple est une pratique unique qui a été identifiée lors de notre étude, ou si la pratique a obtenu un écho positif au sein de la communauté internationale, on va trouver intéressant de la souligner. Lors de cette présentation, il y aura 2 focus, un en début et en fin de présentation. Donc, on va commencer par FinData. En fait, l'étude menée révèle notamment une grande proximité du REST Data Hub avec FinData. On l'a expliqué notamment lorsqu'on vous a présenté le contexte européen. Donc, son exemple sera présenté dans le détail. Ensuite, on a également un focus sur le data altruism, donc l'altruisme des données ou solidarité des données. La Commission européenne souligne en fait que cette pratique, ce principe selon lequel les organismes et ou les citoyens peuvent décider de rendre leurs données disponibles pour la recherche est vraiment une pratique qui pourrait évoluer au sein de l'Union européenne. Donc, on en verra ces modalités. Donc, désormais que la méthode vous a été présentée, nous allons vous présenter plus amplement les résultats par catégorie d'analyse pour les structures directement comparables au REST Data Hub, ce qui veut dire qu'il y aura cette analyse comparative, elle s'est surtout opérée sur les structures de catégorie 1, mais seulement sur le sujet de la communication notamment, ou alors des initiatives Covid-19. Parfois, on a fait appel à des initiatives des structures de catégorie 2. Je vais bien sûr vous expliquer plus amplement cela. Et je repasse la parole à Louisa pour vous présenter plus en détail FinData. Nous vous proposons maintenant un premier focus sur l'autorité de délivrance de permis de données de santé, c'est FinData en Finlande. Donc, il n'y a pas que des données de santé, mais aussi des données sociales. Et c'est un véritable guichet unique pour les données en Finlande, donc données de santé et données sociales, opérationnelles depuis janvier 2020. Nous regardons dans un premier temps donc, l'objectif de FinData qui est de permettre un accès rapide, sécurisé et facilité aux données de santé, donc personnelles et aussi des données sociales. FinData octroie donc l'accès à des données issues de multiples registres et de responsables de données assez diversifiés en Finlande. FinData collecte les données demandées auprès de ces derniers et enfin va les combiner. Il va aussi les pseudonymiser et délivrer des données via un environnement de projet sécurisé à distance. Alors, quelle est la base légale? La base légale elle est disponible en anglais aussi pour ceux qui ne parlent pas finlandais. Donc, c'est l'Act on the Secondary Use of Health and Social Data, publié en 2019, et c'est la base légale qui met en œuvre FinData. Cet acte précise les fins pour lesquelles on peut demander l'accès aux données. Donc, ce sont des fins assez larges, donc des fins statistiques, de recherche scientifique, pour l'innovation et le développement, mais aussi pour l'éducation et la supervision, et enfin l'orientation des autorités de santé et sociale. Alors, quelle est la gouvernance de FinData? Il y a un steering group en place, ou on appelle ça aussi comité de pilotage, qui définit donc, qui met en place donc tout ce qui est écrit dans cet acte, donc cette loi qu'on vient de vous citer, et qui inclut donc les représentants de responsables de données, entre autres, et qui guide et développe les opérations de FinData.
FinData lui-même est supervisé par l'Agence nationale du ministère de la Santé finlandais, ainsi que par l'Institut national de santé et la structure de protection des données. Enfin, quelles sources de données sont disponibles? FinData accorde des autorisations pour les données collectées dans les services du secteur public et privé qui font partie des sources de données nationales qui sont définies donc par la loi. Et il y en a par exemple l'Institut finlandais pour la santé qui fournit des données, mais aussi la Caisse nationale d'assurance maladie, les statistiques finlandaises aussi, ainsi que l'Agence des services de données numériques et démographiques. Il y a aussi l'hôpital universitaire de Helsinki, un registre finlandais du cancer qui est assez vaste et assez connu pour sa diversité et pour son périmètre assez large. D'autres hôpitaux universitaires sont inclus, ainsi que le Centre finlandais des pensions, donc là on est vraiment sur des données de caractère social, ainsi que des données issues des villes de Helsinki, Espoo, Vantaa, Terveystalo et Mehiläinen, donc des services de santé entre autres privés qui sont inclus. Donc c'est juste des exemples de sources de données et on termine le focus sur l'autorité finlandaise. Donc je vais enchaîner avec les résultats par sujet d'intérêt. Donc, on commence par les plateformes. La tendance commune observée, c'est que les plateformes benchmarkées de catégorie 1, donc qui est une plateforme technologique où héberger les données, garantissent toute une plateforme technologique opérationnelle qui a été développée soit à l'échelle nationale ou non européenne. Je vais vous expliquer un peu plus de quoi il s'agit, et garantissent des hauts standards de qualité et surtout de sécurité. Donc, pour protéger la confidentialité des données identifiables, ce sont toujours des critères que les structures vont adresser avec beaucoup d'intérêt. Dans cette partie, la future plateforme allemande d'Atrav n'est pas incluse car on n'a pas encore arrêté de choix de plateformes technologiques, mais on suivra et on les inclura le cas échéant. Donc pour la plateforme technologique, la pratique fréquente, donc pour 6 structures sur 10 de catégorie 1, c'est le fait d'avoir une plateforme technologique non européenne. Donc là, avoir une plateforme technologique même issue d'un prestataire américain. C'est le cas de CPRD, UKB Bank, le Health Data Programme en Norvège qui a arrêté un choix avec Microsoft Azure, Sale Data Bank ou encore Health Data BE. Donc en pratique ponctuelle, on a seulement 4 sur 10. Donc le reste des structures, elles, qui ont une plateforme technologique nationale. Donc on a FinData, donc on va souligner notamment leur plateforme technologique, qui est une plateforme finlandaise. On a IRA, qui ont leur propre système informatique, leur propre plateforme. CMS et Regenstrief Institute, qui font notamment appel à des prestataires comme Amazon Web Services. Donc là, l'highlight qu'on vous propose, c'est FinData, parce qu'en fait, ils ont développé un projet pour les données sensibles, c'est Iputa, c'est un cloud qui propose un service complet qui comprend notamment Iputa Remote Desktop, donc pour le management en fait de la plateforme technologique et le management du coup des données sensibles. Donc c'est la plateforme en fait finlandaise qui sera également certainement développée dans d'autres pays scandinaves pour le moment. En deuxième partie, on a les modalités d'accès à la donnée. Donc la pratique fréquente, c'est que 6, pareil, des 10 structures de catégorie 1 proposent un accès aux données via un espace de projet sécurisé. Donc les données ne sont pas transférées à l'utilisateur, contrairement à 3 plateformes sur 10 qui proposent un transfert direct vers l'utilisateur, donc pour CPRD, UKB Bank ou encore IRA. Il faut également noter que IRA ne transférera certainement plus certaines données bientôt, puisqu'ils sont en train de travailler sur un nouvel environnement en fait, de projet. Ensuite, on a mis un petit zoom sur Regenstrief, qui en fait fait les deux, tout simplement. C'est un double modèle, puisque les données anonymisées sont transférées directement vers l'utilisateur, donc notamment, on peut inclure également les données agrégées, mais les données nominatives, en tout cas identifiables, qui sont évidemment pseudonymisées, ne peuvent pas être accédées sur l'espace de recherche, ne peuvent être accédées que sur l'espace de recherche Regenstrief. Ensuite, on focus sur le modèle économique, donc les frais pour octroyer l'accès aux données pour les services d'extraction des données ou pour encore utiliser l'environnement de projet sécurisé sont courants, voire omniprésents. Donc il y a 2 pratiques qui sont observées, la différenciation des prix selon les acteurs et la garantie de prix unique à tous. Sur ce projet-là, Health Data Programme n'est pas inclus. En revanche, on a inclus Datrav qui, donc dans son mandat légal, a détaillé la façon dont ils vont tarifer. Donc le type de tarification, c'est que 7 plateformes sur 10 de catégorie 1 tarifient les services spécifiques
au projet. Donc, FinData, la Danish Data Authority, HealthData BE, Cell Data Bank, CMS, IRA et DataTrav. Ensuite, on a 4 plateformes sur 10 de catégorie 1, donc en pratique ponctuelle, qui tarifient les licences et les permis, licences ou permis, le cas échéant, d'accès aux données. Donc, qui tarifient seulement le fait d'accéder aux données pour le chercheur. Donc là, on a un highlight sur FinData, puisque FinData, en fait, applique à la fois une tarification pour l'examen d'accès, donc les frais de dossier, pour la délivrance du permis, c'est l'autorité de délivrance de permis, donc on parle de permis d'accès aux données en Finlande notamment, tarifie également l'accès à l'environnement de projet à distance par mois et les services associés à sa préparation par les agents de FinData qui est tarifé par heure. Il y a également une rétribution pour les responsables de données lorsque le chercheur, le porteur de projet applique, en fait, postule afin d'obtenir un permis d'accès aux données, on lui indique l'estimation du prix d'extraction qui a été fixé par le responsable de données avant de poursuivre. Et FinData applique également une tarification différenciée selon les acteurs, qu'ils soient nationaux, internationaux, européens ou non, ou qu'ils soient publics et privés, ou privés, pardon. Ensuite, on a une différenciation des prix selon les acteurs, comme je vous le disais. Donc, la pratique fréquente, c'est que 6 plateformes sur 10 de catégorie 1, finalement, appliquent toutes une tarification différente. Donc, que ce soit des entreprises implantées en Finlande, à l'international ou à l'échelle européenne, ou des chercheurs nationaux ou internationaux. Certaines différenciations peuvent être encore plus détaillées, et c'est pour ça que je vous inviterai ensuite à consulter les fiches individuelles. Ensuite, en pratique ponctuelle, on a 4 plateformes sur 10 qui appliquent les mêmes tarifs sans différenciation, dont la Danish Data Authority, IRA, en Corée du Sud, UK Biobank et Cell Data Bank. Donc, on a highlight la Danish Data Authority ici parce qu'en fait, elle applique certes les mêmes tarifications pour tous les acteurs qui demandent des données, mais seuls les chercheurs peuvent prétendre à une aide publique de l'organisme de recherche danois. Donc, les industriels ne sont absolument pas éligibles à cette aide. Donc, c'est un peu la spécificité du système danois. Ensuite, on a la valorisation scientifique. Donc, en fait, les règles de publication ne sont pas uniformes. Certaines plateformes n'ont même pas vraiment de guidelines, de règles extrêmement strictes. Néanmoins, toutes les plateformes exigent d'être mentionnées dans les publications, en tout cas toutes les plateformes qui nous ont fourni l'information. Et l'ouverture scientifique ou aux pratiques Open Science et Open Data, ça prend, en tout cas pour l'ouverture scientifique, la forme de résultats à publier obligatoirement et à mettre à disposition gratuitement. Donc, pour les règles de publication, FinData, HealthData Programme et DataTrav n'ont pas encore fixé de règles. En revanche, pour l'information concernant la publication obligatoire ou non des résultats, on a un input de FinData, on a leur réponse sur ce sujet. Donc, la pratique fréquente pour les règles de publication, c'est que sur 8 structures de catégorie 1 qui ont fourni l'information, toutes demandent obligatoirement d'être mentionnées dans les publications. Ensuite, en pratique ponctuelle, on a seulement 2 sur 8 des structures de catégorie 1 ayant fourni l'information qui peuvent accorder une période d'exclusivité sur les données sur demande de l'utilisateur. Donc, ça concerne HealthData BE en Belgique et UK Biobank. On a également fait un petit highlight ici sur CPRD parce qu'ils ont une pratique intéressante. Ils ont un comité d'audit en fait qui est chargé de façon ponctuelle, très exceptionnelle, de vérifier la concordance entre le protocole de recherche qui a été soumis lors de la demande d'accès aux données et les résultats et donc les publications. Donc pour l'Open Science, sur 10 structures de catégorie 1 ayant fourni l'information, dont FinData, comme je vous le disais, 6 demandent à ce que les publications soient publiées et gratuitement accessibles. Donc c'est le cas de UK Biobank, CMS, CPRD, Cell Data Bank, la Danish Data Authority et HealthData BE. 7 des 10 plateformes qui ont donné des informations à ce sujet ont une documentation en ligne. Par exemple, un guide des données, c'est le cas de Reconstruct Data Services, qui ont vraiment ce qu'on appelle un Data Core Guide, c'est vraiment un guide très riche et très accessible, et ou des metadata catalogues. Donc, c'est le cas de IRA, HealthData BE, UK Biobank, Cell Data Bank, CPRD, la Danish Data Authority, comme je vous le disais, Reconstruct. Là, on a fait un petit highlight sur IRA, qui a une plateforme en fait Open Data. Toutes les statistiques relatives aux services de santé, donc des dépenses
au recours en fait aux soins. Donc ça comprend les prescriptions, les conditions médicales ou les prestataires sont accessibles au public par le biais de leur système Open Data, de la plateforme opendata.ira.org.kr. Donc je vous invite également à regarder. Donc ensuite, là on a fait un focus sur la communication, la présence publique, tout ce qui est relatif à la publicité, en fait, à la promotion des actions. Donc là, toutes les structures sont concernées de catégorie 1 et de catégorie 2 parce qu'il y a des enseignements chez tout le monde à ce sujet. Donc 14 sur 17 des structures, en fait, ont un site internet opérationnel et ils publient leurs actualités, le détail de leur procédure d'accès, le cas échéant, parfois des foires aux questions, voire systématiquement, et une documentation qui est adressée soit aux applicants, soit au grand public. Donc, pourquoi il y a 3 structures qui n'ont pas de site internet? Il y a déjà Datrav en Allemagne et le Health Data Program qui n'ont pas encore développé de site internet propre, même si on peut trouver des informations donc, sur certains de leurs réseaux sociaux ou parce qu'ils ont participé à des conférences. Et on a Clalit Research Institute en Israël, dont le site est en cours de restructuration. Depuis le début de l'étude, je n'ai malheureusement pas pu accéder à ce qu'ils faisaient sur leur site internet, mais ils sont très, très actifs sur les réseaux sociaux. Donc, on a en pratique ponctuelle seulement 5 structures, donc IRA, UK Biobank, Health Data Research UK, CMS et la Medical Informatics Initiative qui organisent des événements, qui publient d'ailleurs ces événements-là, parfois même des vidéos replay. Et on a seulement 3 structures, donc Regenstrief, CMS et Health Data Research UK, qui proposent un podcast. Donc, pour Regenstrief, c'est 2 problèmes. En fait, l'objectif, c'est de vulgariser certains sujets qui sont relatifs à la recherche. On a également CMS Beyond the Policy. Donc là, c'est pour les grandes décisions en fait de CMS, puisque comme vous le savez, c'est un organe du ministère de la Santé. Donc pour un peu démystifier certaines choses à ce sujet, c'est vraiment adressé au grand public. Et ensuite, pour Health Data Research UK, on a The Genetics Podcast, toujours dans la même lignée de vulgarisation. En highlight, on a donc Health Data Research UK qui a élaboré une réelle stratégie de communication. Donc on a près de 60 personnes qui sont mobilisées pour s'occuper du site internet, des réseaux sociaux. Pour vous donner une petite idée, on est en moyenne à 4-5 tweets par jour pour Health Data Research UK. Pareil, à peu près donc la même fréquence d'activité sur LinkedIn. Donc c'est vraiment très, 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 très actif. Et en CR Data Bank, ils font quelque chose de très intéressant. On le verra dans la slide d'après. Ils ont un consumer panel. Donc en fait, ils font appel à des personnes dont les données sont incluses dans leur base de données pour constituer un panel. Et ce panel est régulièrement sondé sur plusieurs choses et leurs commentaires apparaissent en page d'accueil du site internet. Donc, il y a aussi des commentaires de chercheurs, de porteurs de projets qui ont eu accès aux données CR. Donc, c'est vraiment très intéressant. Donc, justement, je vous le disais, on passe à l'implication des citoyens. Donc, les informations relatives aux droits des citoyens, donc que ce soit la demande de leur consentement plutôt dans une démarche opt-in ou l'existence justement d'une procédure opt-out, donc pour retirer ces données, toutes ces informations-là, elles sont toujours rendues disponibles lorsqu'elles existent. On a également observé la représentation en fait, des citoyens au sein de la gouvernance. C'était quelque chose qui nous a beaucoup intéressés. Et sur ce sujet-là, malheureusement, ni le programme norvégien, ni la future plateforme allemande Datrav n'ont fourni d'informations. Ils n'ont pas encore fixé certaines choses à ce niveau-là. Mais là encore, on aura des éléments de mise à jour bientôt. Donc, pour les droits des citoyens, la pratique fréquente, c'est qu'on a 5 structures de catégorie 1 qui permettent aux citoyens de retirer leurs données. CPRD, UK Biobank, FinData, CR Data Bank ou encore Regenstrief. On a 2 structures qui sont intégralement basées sur l'expression du consentement des citoyens, donc qui font appel à une procédure opt-in. C'est CPRD et UK Biobank. UK Biobank, car c'est une cohorte qui fait appel à des participants qui s'inscrivent de leur propre chef. Et CPRD, comme on l'a dit en introduction, quand on vous a présenté les plateformes, donc ils ont seulement les données des soins en fait, auprès des médecins généralistes qui ont en fait consenti à partager en fait, leurs données. On a highlight ici la Danish Health Data Authority parce qu'elle a une pratique très intéressante, c'est le right to address. En fait, les patients peuvent demander la correction de leurs informations auprès de leur médecin généraliste ou leur prestataire de soins, peu importe, que ce soit aussi potentiellement à l'hôpital, de corriger des choses à leur sujet s'ils ont identifié une erreur, et c'est tout de suite automatiquement mis à jour auprès de cette autorité danoise. On a également une base de données
qui héberge les demandes des citoyens qui souhaitent l'utilisation secondaire de leurs données de santé. C'est surtout en fait pour les données génomiques. Donc cette base de données, elle est faite pour recueillir en fait le consentement des citoyens à ce qu'on fasse de la recherche, en fait, qu'on permette l'accès à ces données-là. Ensuite, pour tout ce qui est relatif aux informations aux citoyens, donc en pratique fréquente, toutes les structures qui ont un site internet opérationnel ouvert ont des catégories de droits des citoyens extrêmement claires, faciles à lire et à comprendre, ou en tout cas un onglet confidentialité qui sont rendus disponibles, y compris notamment des documents en fait, de politique de confidentialité. En pratique ponctuelle, on a 2 structures qui proposent un self-access, donc Regenstrief et la Danish Health Data Authority. Donc, en fait, c'est un principe selon lequel les citoyens peuvent obtenir une copie de leurs données et accéder aux données qui les concernent. Même pour la Danish Health Data Authority, à partir même d'une interface. Donc, c'est très intéressant. Là, on n'a pas highlight une structure, mais une initiative à laquelle plusieurs de nos structures benchmarkées participent. C'est la Understanding Patient Data, donc, qui a été lancée par le Wellcome Trust, la Medical Research Council of Public Health, England. Et en fait, cette initiative, c'est pour soutenir la compréhension de l'utilisation secondaire des données de santé des patients. Mais donc, c'est une action qui est portée vers le citoyen, mais également vers les institutions publiques autour de la donnée de santé. Donc, on a une pratique ponctuelle, il y a seulement 3 structures de catégorie 1 qui représentent en fait les citoyens au sein de leur gouvernance. Donc, on a CR Data Bank, Health Data BI en Belgique, qui inclut des représentants de patients dans son comité de pilotage, et Regenstrief Institute, qui a également un comité adressé au public. Donc là, le highlight, c'est en fait CR Data Bank avec sa Public Engagement Team, qui est une équipe vraiment dédiée à l'organisation d'événements pour promouvoir les activités de CR auprès des citoyens. Il y a également des sondages, comme je vous le disais, sur la perception des données auprès de leur Consumer Panel qui sont organisés et qui sont donc également rendus publics. Donc, quels sont les game changers face à la crise de la Covid-19 ? Donc là, on va recenser les initiatives relatives aux données Covid-19. Là encore, on a toutes les structures, donc toutes catégories confondues, parce qu'il y a beaucoup de choses, on a beaucoup de choses à apprendre. En fait, toutes les structures ont mobilisé des moyens pour soutenir cette centralisation et cette exploitation des données relatives à la Covid-19. Donc, notamment à travers des dashboards de visualisation des données, ou encore à travers la facilitation aux porteurs de projets d'accéder aux données pour engager des projets de recherche. Donc justement, c'est la pratique fréquente. Toutes les plateformes de catégorie 1, excepté le programme norvégien et la future plateforme d'Atrav, puisqu'ils ne sont pas encore mis en œuvre, ont accéléré les procédures d'accès aux données pour les recherches relatives à la Covid-19. La pratique ponctuelle, c'est que seulement 8 structures sur 17 proposent un metadata catalogue ou d'autres outils de visualisation des données Covid-19. C'est le cas de Regenstrief, Health Data BI en Belgique, CR Data Bank, UK Biobank, CPRD, Health Data Research Network, CMS et Health Data Research UK. Donc là, on a 2 highlights. Le premier au Royaume-Uni, donc avec la Health Data Research UK, qui en fait est à la tête de l'initiative International COVID-19 Data Alliance, ICODA, qui est une plateforme internationale qui permet aux chercheurs d'accéder à des données globales pour obtenir rapidement des informations sur la COVID-19 et accélérer la mise au point des traitements. Donc cette alliance inclut notamment le Health Data Research Network au Canada, qui est également l'une des structures que l'on a benchmarkées, UK Biobank et CPRD, qui font partie en fait de l'alliance permanente de Health Data Research UK. Du côté de l'Allemagne, la Medical Informatics Initiative, comme l'a dit précédemment Louisa, est impliquée dans la COCOS Initiative. C'est une initiative multi-acteurs en Allemagne dont l'objectif est d'établir des formats de données Covid-19 uniformes sur lesquels les chercheurs pourront ensuite travailler. Et également la German Corona Consensus. C'est en fait un recueil priorisé des données. Le recueil, des données Covid-19 est priorisé auprès des hôpitaux universitaires afin de constituer une base de données pour la recherche très compacte et la plus riche possible afin de l'exploiter. Donc, vous avez dit qu'il y aurait un dernier focus, celui sur l'altruisme des données. En effet, la Commission européenne souligne l'importance de développer
au niveau national et à l'échelle européenne le concept de l'altruisme des données. En fait, les organismes, même les citoyens, à l'avenir, pourraient ainsi rendre des données disponibles à des fins de recherche. Donc, c'est typiquement une procédure, un principe de opt-in, en fait. Donc, il y a seulement 2 États membres de l'Union européenne qui ont mis en place à ce jour seulement des plans d'introduction d'un système d'altruisme des données à l'échelle nationale. Donc, le Danemark et l'Allemagne. Donc, en Allemagne, le Patient Data Protection Act donnera aux citoyens assurés, donc couverts par l'assurance maladie, dès 2023, la possibilité de rendre disponibles des données de leur dossier médical et électronique aux chercheurs. Donc, leur consentement, en fait, sera nécessaire. Au Danemark, on a une stratégie sur 2 ans pour la mise en place des pratiques altruistes qui a été élaborée. Donc, des espaces sécurisés pour l'hébergement des données des citoyens qui souhaitent les partager seront ouverts à partir de la plateforme Sundek DK. Il y a également des initiatives bottom-up qui ne sont pas gouvernementales, comme la base de données Next, qui facilite en fait l'inscription des citoyens à participer en fait à des essais cliniques. Au Royaume-Uni, donc, qui n'est plus un pays de l'Union européenne, mais il y a quand même des choses qui ont été analysées et répertoriées par ce rapport. Il y a l'initiative SHARE, donc Scottish Health Research Register, qui est une initiative du National Health Service en Écosse. En fait, cette initiative, c'est de constituer un registre de patients, donc à partir de 11 ans, le patient, lorsqu'il a plus de 11 ans, peut consentir à participer à la recherche basée sur ces données de santé. Donc, selon l'étude EU Health Support Consortium, donc d'où viennent ces informations par ailleurs, 14 pays souhaitent mettre en place un modèle d'altruisme des données à l'échelle nationale et 11 pays le souhaitent à l'échelle européenne. Donc, maintenant, la présentation des résultats est terminée. On va aller plus loin avec des bonnes pratiques d'autres acteurs de l'écosystème international. Donc, c'est les acteurs en fait de catégorie 2. Donc, en fait, elles n'ont pas vraiment ces structures, des mandats strictement comparables au Health Data Hub. Et c'est pourquoi on n'a pas pu forcément les inclure dans toutes les analyses comparatives, mais elles permettent une visualisation significative d'acteurs clés de l'écosystème, de l'usage secondaire des données de santé. Et on va voir un peu leurs pratiques distinctives. Donc, ça passe par le fait de fédérer les acteurs de la donnée de santé, d'accompagner les chercheurs, d'établir des bonnes pratiques et des standards de qualité, fournir la preuve pour justifier des politiques publiques, donc c'est ce qu'on appelle l'evidence-based policymaking, l'intensification et l'encouragement du partage de données entre la communauté de recherche et le système de santé, ou encore l'offre d'une infrastructure de données pour connecter les services publics. Donc, fédérer les acteurs de la donnée de santé, c'est Health Data Research UK. On vous l'a également dit précédemment, c'est vraiment très proche du hub sur les objectifs. Grâce à cela, en fait, parce que à travers l'Innovation Gateway, qui est un véritable portail unique pour les chercheurs, qui permet la visualisation des données disponibles au moyen d'un catalogue enrichi des métadonnées, en fait, des membres de la UK Health Data Research Alliance. Ce gateway, il inclut plusieurs overviews, notamment celle du NHS Digital, donc pour le planning et la recherche liée aux données de Covid-19. Et en fait, c'est un grand fédérateur, HDR UK, notamment parce qu'il déploie 7 hubs de recherche et de collecte des données à travers le Royaume-Uni, pardon. Et en fait, chaque hub est spécialisé dans une pathologie ou dans un domaine. Par exemple, Discover Now, c'est sur les données de vie réelle. Mais on a aussi DataCan qui est relatif aux données sur le cancer, par exemple. Ensuite, pour ce qui est d'intensifier et d'encourager le partage de données entre la communauté de recherche et le système de santé, on a la Medical Informatics Initiative. On vous l'a présenté, c'est surtout lié au site hospitalier universitaire. Et en fait, les consortiums qui participent à cette initiative ont créé des centres d'intégration des données au sein de leur site, justement, hospitalier universitaire. Donc, ces centres créent donc les conditions techniques et organisationnelles nécessaires au processus d'utilisation des données entre les systèmes de soins et la recherche médicale sur plusieurs sites. Ensuite, on a l'accompagnement des chercheurs, donc du côté canadien, avec le Health Data Research Network. En fait, ils ont un système d'aide d'accès
aux données de santé, c'est vraiment très intéressant. Je vous inviterai aussi à jouer un petit peu avec cet outil. Donc, c'est le Strategy for Patient Oriented Research Canadian Data Platform, donc SPOR CDP. C'est vraiment très intéressant parce que vous pouvez sélectionner plusieurs juridictions au Canada, jusqu'à 3, il me semble, selon les provinces. Et vous voyez, en fait, vous avez une overview de toutes les procédures d'accès, de toutes les données qui sont contenues pour chaque juridiction. Donc, c'est vraiment très impressionnant. Ils ont également un portail de services d'accès aux données qui a en fait pour objectif de devenir à peu près un guichet unique parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils fournissent également des estimations de prix pour les chercheurs qui veulent demander les données de telle ou telle juridiction. Donc, ils sont vraiment très impliqués dans le processus. Ensuite, pour l'établissement de bonnes pratiques et de standards de qualité, on a la National Library of Medicine, qui est distribuée en fait, qui a développé le système de classification NLM. Donc, ce système, il est largement utilisé par les bibliothèques médicales universitaires pour organiser leur sélection. Le personnel de la NLM constamment travaille sur les normes internationales de catalogage et d'archivage. Donc, des normes qui sont très connues à l'international. On a du Blankcore, ISO aussi, et travaille également sur la standardisation des données et sur les terminologies internationales. Comme je vous l'ai dit, ils gèrent également la plateforme PubMed, donc ils sont très investis sur ces sujets-là. Ensuite, pour l'Evidence-Based Policy Making, on a le Clalit Research Institute, dont la mission est de disposer justement de la large base de données des Clalit Health Services afin de développer des outils prédictifs de santé et des nouvelles pratiques de santé en fait, qui ont pour objectif de s'implanter en fait, dans les pratiques médicales en Israël. Et en fait, l'organisation propose de multiples cas d'usage qui ont été notamment publiés dans des grandes revues scientifiques comme Nature ou BMJ. Pour terminer, on a donc l'infrastructure de données pour connecter les services publics avec X-Road. C'est vrai que c'est des structures qu'on vous a présentées en début de présentation. Mais en fait, c'est vraiment X-Road, c'est au-delà d'un cloud, c'est un système de registre et d'échange de données entre les différents services publics. Cette infrastructure, elle facilite les échanges entre le gouvernement et les citoyens, mais également entre le gouvernement et les acteurs de santé, qui peuvent directement accéder à certaines informations sur la base de données. Les citoyens peuvent également accéder à leurs propres informations et à l'ensemble des services qui sont numérisés en Estonie. C'est très impressionnant. Ils sont numérisés à près de 99%. Et tous les citoyens, donc à leur naissance, reçoivent un identifiant unique, donc EID, qui leur permet justement d'accéder à ces services-là par la suite. Je vous remercie de votre attention. Louisa et moi vous remercions de votre attention et nous restons à votre disposition pour la partie réflexion.